Les rires fusèrent les premiers, vifs, polis et cruels. Les verres de cristal s'entrechoquaient tandis que les chandeliers projetaient une lumière dorée à travers la salle de bal. Je me tenais près de l'arche fleurie, tenant un plateau de serviettes pliées, car il fallait bien que quelqu'un s'occupe quand on n'est pas à sa place. Avant de commencer, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Ma chérie, roucoula ma belle-mère, sa voix suintant le miel et le venin. Elle glissa vers moi dans une robe argentée scintillante, le genre qui murmurait l'argent à chaque mouvement. Rends-toi service. Ne reste pas près de la mariée. Nous ne voulons pas que les gens pensent que tu fais partie des photos de famille. Sa main effleura mon épaule en disant cela, mais la poussée qui suivit ne fut pas douce. Je reculai en trébuchant, mon talon se prenant dans le bord du tapis. Les invités à proximité rirent un rire authentique, sans filtre, le genre qui vous mord la peau. Quelqu'un murmura, elle trouve toujours un moyen de rendre les choses embarrassantes. Un autre ajouta, la pauvre. Elle essaie. Je souris parce que c'est ce qu'on m'avait appris à faire. Sourire. Rester silencieuse. Disparaître. Mon père était de l'autre côté de la pièce, portant un toast avec les parents de sa nouvelle femme. Il me vit mais ne bougea pas. Il ne le faisait jamais. Je me détournai, clignant rapidement des yeux, essayant d'arrêter la piqûre derrière mes paupières. Ma cousine, la mariée, était parfaite dans sa robe de dentelle blanche, resplendissante sous les chandeliers. Elle ne me remarqua pas non plus. Pourquoi l'aurait-elle fait? J'étais la fille invisible de son conte de fées coûteux. Mais alors, quelque chose changea. Le sourd vrombissement des rotors résonna dans l'air nocturne à l'extérieur. Les têtes se tournèrent vers les grandes portes vitrées alors que le son s'intensifiait, fendant les rires et la musique. Une rafale de vent s'engouffra lorsque les portes s'ouvrirent, dispersant des pétales de rose sur le sol. Un homme en costume bleu marine entra. La foule se tut, instinctivement attirée par lui. Il se déplaçait avec une sorte de confiance qui n'avait pas besoin de s'annoncer, des épaules larges, des yeux calmes, une présence qui semblait réduire la salle au silence sans effort. Il balaya le hall du regard, puis ses yeux se posèrent sur moi. Il traversa directement les invités murmurant et s'arrêta à quelques pas, « Madame Dubois », dit-il en s'inclinant légèrement. Sa voix était basse, formelle, respectueuse. L'hélicoptère est prêt pour le départ. Toutes les têtes se tournèrent. Le rire de ma belle-mère mourut en pleine inspiration. « Excusez-moi », lança-t-elle sèchement. « Vous devez vous tromper. » L'homme ne la regarda même pas. Ses yeux restèrent fixés sur moi. « Aucune erreur, madame. Monsieur Dubois m'a envoyé personnellement. » On pouvait sentir l'air se tendre. Des téléphones se levèrent. Des chuchotements se propagèrent. Mon père se figea, sa coupe de champagne à mi-chemin de sa bouche. Je ne bougeai pas pendant une seconde. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Puis je pris une lente inspiration, lissai ma robe et m'avançai. Ma belle-mère me bloqua le passage, son sourire peint tremblant. « Quelle est cette plaisanterie, Élise » siffla-t-elle. Je la regardai droit dans les yeux et dis doucement, le genre qui met enfin un terme à la vôtre. L'homme tendit sa main vers moi. Je la pris. La foule s'écarta comme l'eau. L'air nocturne extérieur frappa ma peau, frais et électrique tandis que les pales de l'hélicoptère tournaient. Je ne regardais pas en arrière car après des années de silence, d'humiliation et d'être traité comme si j'étais inférieur à eux, ce soir, pour la première fois, je n'étais plus l'invisible. Le vent hurlait contre l'air d'atterrissage ouverte alors que les pales de l'hélicoptère tournaient plus vite, dispersant les pétales de fleurs du mariage derrière moi. Je montai à bord, mon pouls toujours rapide. Le visage stupéfait de ma belle-mère était gravé dans mon esprit. La porte se referma avec un clic métallique et net, comme le son d'un chapitre qui se ferme. L'homme en costume bleu marine s'assit en face de moi, ajustant son casque. « Monsieur Dubois voulait que je m'assure que vous arriviez en toute sécurité, madame, dit-il. Il attend au bureau du quartier de la Défense. Il a dit que vous comprendriez ce que cela signifie. » Je hochai la tête, m'agrippant toujours au bord de mon siège. Les lumières de la ville s'étendaient sous nous, des rivières d'or serpentant à travers le noir. Pendant des années, j'avais regardé ces mêmes lumières depuis la fenêtre d'un appartement bon marché,
me demandant si la vie cesserait un jour de m'humilier. Ce soir, la vue semblait différente, plus distante. Je m'appelle Élise. J'avais l'habitude de penser que le silence était une force. Je pensais qu'en gardant la tête baissée et en travaillant plus dur, les gens me respecteraient. Mais la vie ne récompense pas l'endurance silencieuse. Elle récompense ceux qui se lèvent. Je l'ai appris à la dure. Il y a 2 ans, après que mon père se fût remarié, Béatrice m'a mise à la porte de sa maison. Elle a dit qu'il n'était pas convenable qu'une fille adulte vive avec eux. Mon père ne s'est pas opposé à elle. Il m'a juste donné 500 € et m'a dit de recommencer à zéro. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé un emploi dans une entreprise de logistique, puis un autre comme assistante de fin de semaine dans une petite entreprise aérospatiale, celle appartenant à Julien Dubois. Il était silencieux, à la fin de la quarantaine, un homme aux yeux perçants et sans patience pour les excuses. Je ne lui parlais jamais beaucoup, je me contentais de livrer des rapports et de rester invisible, comme toujours. Jusqu'à une nuit, où je suis resté tard pour terminer un inventaire après que tout le monde soit parti, il m'a trouvé endormi à mon bureau. « Vous n'avez rien à prouver à personne », avait-il dit, posant une tasse de café à côté de moi. Le travail acharné parle plus fort que leur cruauté. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, quelqu'un m'a vu. Des semaines plus tard, il a commencé à me mentorer, m'a enseigné la gestion, les contrats, la négociation. Il a dit qu'il voyait de la ténacité en moi. Je pensais que c'était juste de la gentillesse, mais c'était plus que ça. Lorsque l'entreprise a été restructurée, il m'a promu. Et quand sa santé a décliné, il m'a nommé successeur. C'est ce que Béatrice ne savait pas. C'est ce que personne au mariage ne savait. Que Monsieur Dubois, l'homme derrière l'entreprise d'1 milliard d'euros, m'avait fait propriétaire majoritaire avant de décéder. Il a laissé son héritage non pas au lien du sang, mais à la femme qui a refusé de plier. L'hélicoptère commença sa descente. Par la fenêtre, je vis la tour Dubois aéronautique, un verre élégant brillant du logo que je passais en allant au travail. Sauf que cette fois, je n'étais pas la fille qui se tenait à l'extérieur de la grille. Lorsque nous atterrîmes, le pilote ouvrit la porte. L'homme en costume dit doucement, « Ils vous attendent à l'étage ». Je sortis, le vent de la ville fouettant mes cheveux. Des appareils photo crépitaient déjà depuis le sol. Quelqu'un avait dû divulguer la nouvelle. La nouvelle présidente directrice générale de Dubois Aéronautique était la jeune femme dont on s'était moqué à un mariage à peine 1 heure plus tôt. Et quelque part derrière ces murs de marbre, je savais que Béatrice paniquait déjà, réalisant que la belle-fille qu'elle avait passé des années à humilier détenait maintenant tout le pouvoir qu'elle avait autrefois convoité. Je souris pour moi-même, mes talons résonnant sur le pavé. Ce n'était pas de la vengeance. C'était la justice, enfin vêtue de confiance. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un étage enveloppé de verre et d'or. Le logo de Dubois Aéronautique brillait derrière le bureau de la réception, poli à la perfection. Alors que je sortais, les employés tournèrent la tête, chuchotant, essayant de relier les points entre l'ancienne assistante silencieuse qu'ils ignoraient autrefois et la femme qui marchait maintenant avec l'emblème de l'entreprise épinglé à son blazer. Je ne portais plus la même robe que celle du mariage. Dans l'hélicoptère, je m'étais changé pour un tailleur pantalon bleu marine que Julien m'avait offert un jour. « Pour le jour où tu cesseras enfin de t'excuser d'être forte », avait-il dit. Les portes de la salle de conseil s'ouvrirent dès que j'approchai. À l'intérieur, les cadres se levèrent de leur siège, murmurant mon nom avec incrédulité. Ils avaient reçu l'annonce avant mon arrivée, Élise Dubois, présidente directrice générale par intérim et actionnaire majoritaire. Au bout de la longue table était assise une personne qui n'avait pas sa place ici, ma belle-mère, Béatrice. Elle était arrivée avant moi, son visage poudré et parfait, son expression figée entre la panique et l'incrédulité. Mon père était à côté d'elle, feignant le calme, serrant son verre d'eau comme s'il pouvait le sauver de la noyade. « Élise », dit-il avec un calme forcé. « C'est inattendu. »« Pas vraiment », répondis-je, posant mon sac sur la table. Julien m'a confié son entreprise des mois avant de décéder. La transition n'attendait que ce jour. Le sourire de Béatrice se fissura. « Tu t'attends à ce que nous croyions ça ? Toi, qui pouvais à peine garder un emploi. » Elle eut un rire sec. « Tu as dû tromper ce pauvre homme d'une manière ou d'une autre. » Je me tournai vers elle, imperturbable. Il n'était pas pauvre. Et je n'ai trompé personne. J'ai travaillé à ses côtés, gagné sa confiance et appris chaque partie de son entreprise de fond en comble,
pendant que vous étiez occupé à acheter des chaussures de créateur avec l'argent de mon père. Les membres du conseil échangèrent des regards. L'un d'eux, un homme aux cheveux argentés nommé Monsieur Lefebvre, s'éclaircit la gorge. Madame Dubois, les papiers de succession sont valides. Le regretté Monsieur Dubois a tout signé lui-même. Votre belle-fille possède 71% des actions. Le visage de Béatrice devint pâle. Mon père cligna rapidement des yeux, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un homme cherchant de l'air. Je fis un pas envers eux. C'est drôle, dis-je. Comment vous riez quand je vous apportais du café? Quand je faisais des doubles services juste pour payer le loyer après que vous m'ayez mise dehors. Vous disiez que je ne deviendrais jamais rien qui vaille la peine d'être mentionné. Mon père parla enfin, sa voix mal assurée. Tu aurais pu nous le dire, Élise. Nous aurions pu fêter ça ensemble. Je croisai son regard, les mêmes yeux qui s'étaient détournés chaque fois que Béatrice m'humiliait. Non, dis-je doucement. Vous ne célébrez les gens que lorsqu'il y a quelque chose à y gagner. Béatrice se leva de son siège, tremblante mais essayant de le cacher. Écoutez-moi, jeune fille, non, l'interrompis-je. C'est vous qui écoutez. La salle devint silencieuse. J'ai passé des années à être silencieuse, à être polie, à attendre que des gens comme vous me voient. Mais ce n'est pas comme ça que le respect fonctionne. Le respect se gagne, il ne se mendie pas. Et maintenant, je n'ai pas besoin de votre approbation. Je n'ai même pas besoin de vos excuses. Je me tournai vers le conseil. J'ai convoqué cette réunion parce que la première initiative de cette entreprise sous ma direction est un audit complet de tous les fournisseurs et partenariats externes. Si je découvre que quelqu'un a utilisé du bois aéronautique comme un terrain de jeu pour son gain personnel, mes yeux glissèrent de nouveau vers Béatrice, il aura disparu avant le lever du soleil. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. J'esquissai un petit sourire calme. L'escorte de sécurité qui attend dehors vous raccompagnera. Vous n'êtes plus autorisé à accéder aux locaux de l'entreprise. Son visage se tordit quelque part entre la fureur et la peur. Vous ne pouvez pas faire ça. Oh, si, je peux, dis-je doucement. Vous avez fait pire, simplement sans les papiers. Les gardes apparurent à l'embrasure de la porte, polis mais fermes. Mon père tendit la main, impuissant, alors qu'il la guidait vers la sortie. Elle ne me regarda pas une seule fois. Quand les portes se refermèrent derrière eux, je me permis enfin d'expirer. Le silence qui suivit n'était pas gênant. C'était le pouvoir qui reprenait sa place. Monsieur Lefebvre s'avança et tendit la main. Bon retour, Madame Dubois, dit-il chaleureusement. Je pense que l'entreprise est entre de bonnes mains. Je lui serrai la main et regardai par la fenêtre la ville qui brillait en contrebas. Les mêmes rues où je rentrais à pied sous la pluie, fauchées et invisibles, s'étendaient maintenant sous moi comme des veines de lumière. Ce n'était pas la vengeance qui réchauffait ma poitrine. C'était la paix. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas le fardeau ou la honte de quelqu'un. J'étais l'héritage de quelqu'un gagné, non pas donné. Ce soir-là, en quittant le bâtiment, mon téléphone vibra avec des dizaines de messages. Les médias avaient déjà repris l'histoire, une jeune femme nommée successeur de l'Empire du Bois, révélée lors d'un mariage familial. Dehors, le vent était frais, portant l'odeur de la pluie. L'hélicoptère attendait de nouveau, les pales silencieuses cette fois. Je m'arrêtai, regardant mon reflet dans la porte vitrée. Pas la fille timide qui avait été mise de côté. Pas l'intruse à la table de sa propre famille. Juste moi, Élise Dubois, debout là où j'étais toujours censé être. Et quelque part au loin, je savais que Béatrice revivait ce moment au mariage, les rires, la poussée, l'homme en costume bleu marine réalisant trop tard que chaque cruauté qu'elle m'avait infligée avait construit la femme qui détenait maintenant tout ce qu'elle avait toujours désiré. Le lendemain matin, le soleil grimpa sur l'horizon comme s'il commençait une nouvelle histoire. J'étais assise près de la fenêtre d'angle de mon bureau pentouse, un café à la main. Le monde s'étendait en dessous dans un flou de verre et de bruit. Tout semblait encore surréaliste. Quelques jours auparavant, j'étais la belle-fille indésirable que personne ne voulait près des photos de famille. Et maintenant, je faisais la une de tous les journaux d'affaires du pays, Élise Dubois, la femme passée d'assistante à présidente directrice générale. Cela aurait dû ressembler à une vengeance. Ce n'était pas le cas. C'était comme une page qui se tournait. Pourtant, une petite partie de moi ne pouvait s'empêcher de penser à mon père. Il n'avait pas appelé. Il n'avait même pas envoyé de message. Je me disais que je m'en fichais.
Mais au fond de moi, si. Certaines blessures ne guérissent pas avec le succès. Elles arrêtent simplement de saigner en public. On frappa à la porte. Mon assistante, Chloé, passa la tête. Madame Dubois, il y a quelqu'un qui demande à vous voir. Il dit que c'est urgent. Je levai les yeux. Qui? Elle hésita. Votre père. Pendant une seconde, je ne bougeai pas. Puis je dis doucement, faites-le entrer. La porte s'ouvrit et il était là, portant le même costume que celui du mariage, maintenant froissé et fatigué. Sa cravate était desserrée, son expression douce, voire coupable. Élise, commença-t-il en s'avançant. Je ne savais pas où aller d'autre. Je désignai la chaise en face de moi. Vous avez eu des années pour parler. Pourquoi maintenant? Il s'assit slowly, ses mains tremblantes. Béatrice est partie, admit-il. Elle a vidé les comptes, a laissé une note disant qu'elle méritait une vie meilleure. J'aurais dû le voir venir. Il leva les yeux vers moi, ses yeux pleins de regret. Tu avais raison à son sujet. Je ne dis rien. Il continua, la voix brisée. Tu as tout à fait le droit de me détester. J'ai échoué en tant que père. Je pensais que l'argent pouvait tout arranger. Je pensais que préserver la paix était la même chose que préserver la famille. Il secoua la tête. Mais j'ai regardé cette vidéo, celle de toi quittant le mariage avec cet hélicoptère qui attendait dehors. Tu avais l'air libre. Je pris une inspiration, stable mais calme. La liberté a un prix, papa. La mienne a coûté ton approbation. Il hocha la tête, déglutissant difficilement. Tu as construit quelque chose d'incroyable. Julien serait fier de toi. À son nom, ma poitrine se serra. Les conseils de Julien, sa gentillesse, sa confiance en moi, cela avait tout changé. Il m'a appris quelque chose que tu n'as jamais fait, dis-je doucement. Que la force ne vient pas du fait d'être bruyant ou riche ou puissant. Elle vient du fait de connaître sa propre valeur quand personne d'autre ne la connaît. Il baissa les yeux sur ses mains. Je ne mérite pas le pardon. Non, répondis-je doucement. Mais je mérite la paix. Pendant un long moment, aucun de nous ne parla. La ville bourdonnait en dessous, les voitures rampant comme des fourmis, le soleil du matin dorant les fenêtres. Finalement, je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre. Quand vous m'avez mise de côté, j'ai construit quelque chose avec ça, dis-je. Chaque insulte, chaque rire, elles sont devenues des briques. Et maintenant, je me tiens dans la maison que vous disiez que je ne pourrais jamais construire. Il se leva aussi, des larmes brillant dans ses yeux. Élise, je suis désolé. Je me retournai, croisant son regard, non pas avec colère, mais avec finalité. Je sais. Il partit tranquillement après cela. Pas de grande scène, pas d'effondrement, juste un père réalisant enfin ce que son silence lui avait coûté. Après son départ, Chloé entra de nouveau, tenant une pile de documents. Madame, les journalistes veulent savoir si vous allez faire une déclaration au sujet de votre famille. Je souris faiblement. Non, laissez-les deviner. Elle hocha la tête et sortit, me laissant seul avec la lumière du matin. De l'autre côté de l'horizon, la même salle de bal où j'avais été humilié la nuit dernière scintillait au loin. Je pensais à cette fille debout dans une robe empruntée, tenant des serviettes, prétendant ne pas entendre les rires. Et puis je pensais à la femme assise ici maintenant, calme, confiante, intouchable. Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la résilience. Mon téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu apparut, je suis fier de vous, JD. Je me figeai. Les initiales de Julien Dubois. L'espace d'un battement de cœur, je me demandais si c'était un message automatique, quelque chose de programmé avant son décès. Mais je me souvins alors de ce qu'il m'avait dit un jour lors d'une de nos conversations tardives, quand les bonnes personnes voient enfin ta lumière, ne la cache pas, laisse-la aveugler ceux qui ont essayé de la ternir. Je souris, les yeux me piquant en regardant la ville. Peut-être que ce message ne venait pas de lui. Ou peut-être que si. Quoi qu'il en soit, cela me rappelait que la boucle était bouclée. Ce soir-là, alors que le soleil se fondait dans l'horizon, je me tenais de nouveau sur l'héliport du toit. Le vent fouettait mes cheveux, le même bourdonnement des pales de rotor résonnant au loin. Sauf que cette fois, il n'y avait pas de foule, pas de rire, pas d'humiliation, juste la paix. Je me murmurais, plus jamais.
Et alors que l'hélicoptère s'élevait dans le ciel ambré, je sentis quelque chose de puissant. Pas la vengeance, pas la victoire, mais la liberté. Le genre de liberté qui ne vient que lorsqu'on arrête de courir après la validation et qu'on commence à construire son propre destin. Parce qu'à la fin, je n'avais pas besoin de me tenir près de la mariée. Je suis devenue la femme qu'il n'oublierait jamais.